Je suis professeure des universités en sciences de gestion à l'université Paris-Saclay au laboratoire Rythme et mes recherches portent notamment sur l'égalité femmes-hommes. En fait, on est parti d'un constat qui est qu'aujourd'hui, les entreprises, et notamment les grandes entreprises, elles font face à pas mal de ce qu'on appelle des forces centrifuges. Donc, en fait, des facteurs qui vont contribuer à une forme de désintégration des collectifs de travail. Donc, par exemple, la mondialisation, par exemple, la financiarisation, qui vont créer des objectifs nouveaux, des objectifs qui ne sont pas forcément ceux des équipes de travail au niveau local. La création de plein d'échelons, etc. Donc tout ça, ça va contribuer à une forme de désintégration des collectifs de travail. Plus l'émergence aussi de nouvelles valeurs sociétales qui vont créer parfois des incohérences d'objectifs pour les entreprises entre, par exemple, satisfaire l'actionnaire et avoir un climat social apaisé, par exemple. C'est des objectifs qui sont pas forcément contradictoires, mais pas forcément non plus, c'est pas évident qu'ils aillent ensemble. Et donc face à ça, la fonction RH, elle est un peu prise déjà dans des injonctions paradoxales. Et en plus, elle a un rôle assez particulier de finalement mettre de la cohérence, réintégrer le collectif de travail, enfin, créer de l'intégration pour le collectif de travail. Et donc c'est ça qu'on a qualifié de travail politique. Ça passe par plusieurs choses, un travail déjà de mise en cohérence, par exemple des différentes politiques RH entre elles. Parce que comme je le disais, vouloir satisfaire l'actionnaire, ça va passer par certaines politiques RH, peut-être par exemple de réduction des effectifs, alors que vouloir favoriser l'employabilité des salariés, qui est un grand objectif sociétal, c'est un autre type de politique. Donc il y a un travail de mise en cohérence des politiques entre elles, il y a un travail aussi de médiation entre, et c'est ça qui est assez particulier pour la fonction RH, c'est qu'elle est vraiment à l'interface entre les différentes parties prenantes, l'entreprise, mais aussi la société. Donc, il y a un travail aussi de médiation en fait entre ces différentes attentes qui, pareil, sont pas forcément cohérentes ou vont pas forcément ensemble. Et il y a un travail aussi un peu idéologique, création de valeurs communes dans les entreprises. Donc c'est tout ça qu'on qualifie de travail politique. Ça a déjà été étudié évidemment, mais ça n'a pas été conceptualisé comme un travail politique. Je pense que c'est vraiment un des sujets de politique RH où il y a peut-être encore plus que sur les autres sujets une dimension politique. D'abord parce que là, c'est vraiment à l'interface entre la société et l'entreprise. Parce qu'il y a des attentes sociétales, il y a des attentes légales sur tout ce qui est égalité, diversité, inclusion. Mais il y a aussi des freins qui viennent de la société. Les stéréotypes, c'est pas forcément les entreprises qui les produisent. Les entreprises, elles vont plutôt récupérer des situations stéréotypées, inégalitaires. Donc, là, c'est vraiment le sujet ou un des sujets sur lesquels la fonction RH va être prise dans une interface un peu compliquée entre différentes parties prenantes, notamment la société, l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ce sont des sujets sur lesquels chacun a un peu son avis, il y a des discours médiatiques qui sont assez présents sur le sujet, il y a des discours politiques aussi qui sont assez présents sur le sujet. Et donc chaque salarié, par exemple, peut se faire un peu sa vision de ce que c'est que l'égalité, la diversité et l'inclusion. Et donc il y a vraiment sur ces domaines-là un gros enjeu de création de valeurs communes. Parce que même si on prend l'exemple de l'égalité femmes-hommes, qui est sans doute le sujet le plus consensuel des différentes dimensions de l'égalité, la diversité et l'inclusion, la majorité des Françaises et des Français sont d'accord sur le fait que l'égalité femmes-hommes, c'est important et il faut atteindre l'égalité femmes-hommes. Mais en revanche, ils ne sont pas du tout d'accord sur qu'est-ce que c'est exactement l'égalité femmes-hommes, qu'est-ce que ça serait une société égalitaire, et surtout qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour atteindre cette égalité. Quand il s'agit, par exemple, de mettre en place des quotas, des actions positives, beaucoup de gens ne vont pas être d'accord, par exemple. Donc chacun peut se faire sa propre vision, déjà de ce qui est important, de ce qui l'est moins, de la définition de ces différentes valeurs, on va dire, et de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut mettre en place pour atteindre, par exemple, l'égalité. Donc ça fait que c'est un sujet, je pense, encore plus politique, où il y a une dimension politique au sens la politique partisane, enfin avec les partis, c'est cet aspect, je pense, de définition des valeurs et des actions à mettre en place. Parce que c'est là que, si on prend par exemple dans la vie politique française des partis de droite, des partis de gauche, la plupart, ils vont être d'accord, si je reprends l'exemple pour l'égalité, mais pas forcément être d'accord sur ce qu'on doit faire pour atteindre l'égalité.
L'égalité, la diversité et l'inclusion, c'est un travail où la dimension politique est particulièrement importante. Et peut-être d'autant plus dans le contexte actuel, où on voit qu'il y a des pays qui reviennent en arrière sur ces sujets, ce qui montre bien, là je disais tout le monde est d'accord, mais en fait ce qui montre bien que tout le monde n'est pas d'accord, et ce qui montre bien que le pouvoir politique peut intervenir sur ces sujets et peut faire revenir en arrière les entreprises. Donc c'est vraiment politique dans plusieurs sens du terme. Alors je pense que ça intervient de plus en plus, mais c'est-à-dire que de plus en plus on se rend compte qu'on ne peut pas dissocier tellement l'identité personnelle de l'identité professionnelle. C'est assez récent que les politiques RH se saisissent de ça et se saisissent de sujets qui ont pendant longtemps été vus comme des sujets uniquement de la sphère personnelle. L'aidance par exemple, les personnes victimes de violences conjugales, l'orientation sexuelle, enfin, tout ça c'était des sujets qui pendant longtemps ont été justement cantonnés à l'idée que c'était de la sphère personnelle et que l'entreprise ne devait pas s'en occuper. Et ça change depuis, je dirais, une dizaine d'années et c'est bien. Parce que en réalité, on vient au travail avec notre bagage personnel et on ne peut pas faire totalement abstraction de qui on est. Surtout que faire abstraction de qui on est, ça serait faussement neutre parce qu'en fait, les personnes qui correspondent aux normes, donc qui ne sont pas victimes de violences, qui ne sont pas aidantes, qui sont hétérosexuelles, etc., elles pourraient finalement parler de leur vie personnelle mais facilement. On parle de ce qu'on a fait le week-end. Ça, c'est des conversations qui sont très courantes et qui sont vues comme anodines au travail. Et pour les personnes qui ne sont pas dans ces normes, ça devient plus anodin en fait. Et donc dire qu'on peut faire abstraction, c'est faussement neutre. Finalement, ça favoriserait les personnes qui sont dans les normes, entre guillemets. Pour moi, c'est ça un peu aussi un des objectifs de l'inclusion, c'est de se dire les personnes viennent avec leur bagage et il faut que toutes les personnes puissent travailler, puissent être elles-mêmes au travail en tenant compte de leur bagage, en fait. C'est-à-dire sans en faire abstraction. Oui, alors peut-être qu'une manière de faire, c'est d'affirmer qu'on ne peut pas ne pas respecter certaines valeurs. Donc ça, je pense que c'est peut-être autour de la notion de valeur que c'est une stratégie, en tout cas, qui peut permettre, non pas de dépolitiser, parce que l'objectif, c'est pas de dépolitiser, mais c'est plutôt de montrer que c'est important pour le collectif de travail. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça a une dimension politique qu'il faut en faire totalement abstraction dans le collectif de travail. Mais il faut sans doute assumer la dimension politique et parler, comme je le disais, de valeurs, d'idéal aussi de collectif de travail. On pourrait se dire qu'un collectif de travail qui fonctionne bien, c'est quand même un collectif de travail où tout le monde peut se sentir accepté, se sentir lui-même. Donc après, il y a cette question de est-ce que faire le lien avec la performance de l'entreprise, c'est utile pour justifier. Moi, je suis pas forcément partisane de ça parce que je pense que il faut plutôt dire que c'est important parce que c'est important, pas soumis à un objectif de performance. Mais bon, après je pense que chaque responsable diversité fait aussi comme il peut avec les contraintes de la culture d'entreprise, par exemple, ou le fonctionnement de l'entreprise, ou comme je le disais, des valeurs de l'entreprise. Mais en tout cas, je pense que s'accrocher aux valeurs et dire que les valeurs c'est important, ça c'est une stratégie qui me semble intéressante. Et après aussi, et c'est ça qu'on montre dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont politiques finalement. Donc penser que le collectif du travail il peut être dépolitisé, c'est aussi un peu faux. C'est juste qu'on voit un peu moins les aspects politiques dans d'autres sujets. Mais se dire que l'égalité, la diversité et l'inclusion c'est politique alors que les autres dimensions de la fonction RH c'est moins politique, je suis pas forcément, comme on l'a vu, oui, il y a des dimensions un peu plus avec des tensions en fait. Mais si vous travaillez sur l'employabilité des salariés, c'est aussi politique, parce que favoriser l'employabilité, il y a une dimension aussi sociétale et qui va potentiellement en contradiction avec d'autres objectifs, comme je le disais, financiers de l'entreprise. Donc tout ça pour dire que je pense que parler des valeurs c'est important et aussi assumer le fait que oui, dans la fonction RH, il y a des dimensions politiques et que s'en détacher totalement, ça revient à créer une fonction RH très administrative en fait, qui s'occuperait uniquement des contrats de travail, de la paye, ce qui n'est pas forcément ce dont les entreprises
les entreprises ont besoin de plus que ça. Et par ailleurs, les personnes qui font des ressources humaines, la plupart, elles s'engagent dans ces fonctions-là, pas pour faire de la paye ou des trucs très administratifs. Elles s'engagent aussi parce qu'elles sont intéressées par ces sujets sociétaux, humains. Ça, on le voit dans les formations de gestion des ressources humaines. C'est des personnes qui sont souvent des étudiantes et des étudiants qui sont souvent assez engagés sur ces sujets-là. Donc, ça renforce aussi l'intérêt des métiers pour ces personnes. Oui, c'est ça, on peut le définir comme ça, on peut le définir comme... c'est un peu le parti qu'on a pris dans le livre, c'est réduire des tensions, ou faire de la médiation entre des tensions entre les différentes parties prenantes, en fait. Il y a la société, il y a les entreprises clientes, il y a les clients, il y a les pouvoirs publics, il y a les actionnaires. C'est aussi créer de la cohérence là où il y en a plus beaucoup, parce que chacun a des objectifs différents. Créer des médiations entre ces différentes parties prenantes ou ces différents objectifs. Et donc là, ça permet de voir que vraiment la fonction RH, oui, c'est une fonction politique. Il y a des forces un peu centrifuges et recréer de l'intégration pour des collectifs qui deviennent qui peuvent être un peu, qui courent le risque d'une forme de désintégration. Oui, alors par exemple, les stéréotypes de genre, c'est quelque chose que la société produit, reproduit par la socialisation, etc. Donc l'entreprise, finalement, elle récupère ça, mais c'est un peu une caisse de résonance des stéréotypes préexistants. Et donc, il y a quand même un gros enjeu de savoir ce qu'il faut faire exactement avec ça. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Quel est le rôle de l'entreprise par rapport à quelque chose qui est très sociétal? Et là, les entreprises, elles vont pas forcément avoir la même approche. Les individus vont pas forcément avoir la même vision de ce que doit faire l'entreprise. Est-ce qu'elle doit contribuer à lutter de façon volontariste contre les stéréotypes de genre, par exemple par des politiques, comme je disais, de quotas ou de politiques actives, d'action positive. Est-ce qu'elle doit lutter par la sensibilisation? Est-ce qu'elle doit lutter en mettant en avant des rôles modèles, par exemple? Ou est-ce qu'elle doit considérer que c'est pas dans son périmètre? Donc il y a des tensions quand même sur ce qu'il faut faire en lien avec la question des stéréotypes de genre. Sur la question de l'orientation sexuelle, l'inclusion des salariées lesbiennes, pendant longtemps ça a été considéré comme un sujet que l'entreprise n'avait pas à traiter. Mais comme je le disais, on se rend compte que quand on dit qu'on n'a pas besoin de traiter ce sujet, ça veut dire qu'en fait on ne fait pas d'inclusion sur ce sujet, parce que ça veut dire que les personnes qui sont homosexuelles, dont l'orientation sexuelle ne correspond pas à la norme hétérosexuelle, ne vont pas être incluses, en fait, ne vont pas pouvoir parler de leur vie au même titre que les personnes hétérosexuelles le font, par exemple, ce qui est difficile dans un collectif de travail, parce que c'est beaucoup plus difficile pour créer des relations, y compris professionnelles, si vous ne pouvez pas parler de vos week-ends. Donc là, il y a un enjeu politique à pouvoir assumer le fait que la vie personnelle n'est pas totalement distincte de la vie professionnelle et vice-versa. Là où c'est assez politique et sans doute plus confronté à des tensions que par exemple l'égalité femmes-hommes, c'est que on l'a vu en 2013 au moment des manifs pour tous ou mariage pour tous, il y a quand même toute une frange de la population qui était opposée à ce que les personnes homosexuelles aient certains droits équivalents à ceux des personnes hétérosexuelles. Et là, ça a été assez difficile pour les entreprises de se positionner. Et d'ailleurs, beaucoup ne se sont pas du tout positionnés sur le sujet, un peu par peur d'avoir des réactions de la part de leurs salariés qui potentiellement manifestaient contre le mariage pour tous, par exemple. Et je pense que là, il y a eu un peu des difficultés de positionnement pour les entreprises, alors que les responsables diversité et inclusion des entreprises, évidemment, que de leur côté, ils étaient plutôt favorables à l'inclusion des personnes homosexuelles. Mais là, il y a eu une peur, en fait, une peur de créer des problèmes politiques au sein de l'entreprise, si l'entreprise prenait position, notamment. Et donc cette peur, je pense que ça a aussi un peu freiné l'arrivée des politiques d'inclusion des personnes homosexuelles, ce qui est dommage, hein, mais
Bon, là, ça commence à faire quand même maintenant plus de 10 ans. Je pense que maintenant, le mariage gay est accepté. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est plus du tout remis en cause, ou pas par la majorité des Françaises et des Français. Mais au moment de cet épisode, on a vraiment vu une peur quand même des entreprises, le fait de pas trop vouloir se positionner sur ce sujet, alors que la plupart se seraient positionnés sans doute, enfin en tout cas les responsables diversité se seraient positionnés de manière positive, pour le mariage pour tous. Pour le monde dans l'entreprise, ce qui est délicat, c'est qu'au sein du corps social de l'entreprise, il peut y avoir des personnes qui vont être opposées aux avancées. Enfin, une entreprise, ça reflète la société, donc il va y avoir des personnes qui vont être opposées aux avancées. Et donc il y a un peu cette peur, je pense, chez les responsables diversité ou l'entreprise en général, de créer des tensions au sein du corps social. Et donc les entreprises, souvent, effectivement, il y a un temps de latence avant qu'elles intègrent des sujets qui peuvent être portés par les pouvoirs publics, par exemple, avant, ou par l'Union européenne aussi, avant. Donc c'est-à-dire que les entreprises vont souvent attendre qu'un sujet devienne un peu consensuel pour l'intégrer dans leur politique, ce qui est dommage, parce que je pense que les entreprises sont des acteurs essentiels des sujets d'égalité, de diversité et inclusion. Donc si elles pouvaient être proactive ou en avance de phase, ça serait mieux, mais en même temps c'est compréhensible parce que braquer une partie du collectif de travail, c'est pas non plus, pour les entreprises, c'est quelque chose de difficile, donc c'est quelque chose qui pour moi est dommage mais compréhensible. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, le droit européen souvent était un peu en avance sur le droit français. Enfin, on a vu, en tout cas, le rôle de l'Union européenne est central sur ces questions. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'Union européenne a été motrice et la France s'est adaptée ou a mis en conformité ses règles. Mais le progrès venait d'abord de l'Union européenne, donc ça c'est sûr. Et après, le droit français, oui, il est moteur parce que les objectifs d'égalité, de diversité et inclusion, ils vont pas forcément dans le même sens que d'autres objectifs de l'entreprise, des objectifs, je sais pas, financiers, une politique d'égalité, de diversité et inclusion. Alors on peut dire que indirectement, ça contribue à la performance de l'entreprise, mais avant tout, c'est vu comme coûtant de l'argent. Donc ça peut être potentiellement difficile pour des entreprises, notamment pour des responsables diversité, de faire avancer leur sujet s'ils n'ont pas l'appui des pouvoirs publics, l'appui de règles de l'Union européenne. Donc oui, c'est des acteurs importants. Je pense que les syndicats aussi peuvent être des acteurs importants en poussant certains sujets dont les responsables diversité peuvent se saisir. Donc il y a plusieurs parties prenantes qui sont importantes et qui peuvent être... par exemple, en RH, du point de vue des entreprises, on va opposer souvent les syndicats, le patronat. Sur le sujet d'égalité, diversité et inclusion, ça ne marche pas comme ça parce que les syndicats peuvent au contraire être des soutiens pour le ou la responsable diversité et inclusion de l'entreprise en portant des sujets que le ou la responsable diversité et inclusion n'aurait pas forcément pu porter seul, mais que finalement il est content que les syndicats le portent parce que ça lui permet lui de défendre un sujet qui lui tient à cœur. Pour me repérer sur ces sujets, je lis pas mal d'ouvrages qui vont s'intéresser à ce qui se passe plutôt dans la société. Par exemple, les ouvrages de Marie Durubella sur les stéréotypes de genre ou la construction du genre. Je trouve ou des ouvrages sur le vécu des personnes lesbiennes. Je vais pas forcément lire des choses sur ce qui se passe dans l'entreprise, mais je vais lire des choses sur ce qu'elles vivent, ce que les femmes lesbiennes vivent aussi en dehors de l'entreprise. L'entreprise, c'est une sorte de caisse de résonance, donc comprendre ce qui se passe à l'extérieur, c'est important pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur des entreprises.